Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 24 janvier. Conseil de la métropole aujourd'hui et demain, il sera notamment question du budget 2022. C'était il y a tout juste 30 ans, le crash du Mont-Saint-Odile. Les rescapés et les proches des victimes se sont retrouvés ce dimanche sur les hauteurs de la Blosse pour honorer la mémoire des disparus. L'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon vient de recevoir la réponse de la métropole qui autorise son implantation place Carnot. Reste à savoir pour quand, ce sera, semble-t-il, pour 2023. Son histoire a commencé en 1907, l'histoire de la salle Rameau, fermée depuis 2016. Un joyau de l'Art Nouveau qui va être totalement rénové. On fait le point sur ce dossier dans le courant de cette édition. Et puis à la fin de ce quart d'heure lyonnais, les résultats sportifs du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un conseil de la métropole de Lyon se tient aujourd'hui et demain. Bruno Bernard a présenté le budget 2022 dès vendredi, près de 4 milliards d'euros. Ambitieux, engagé dans la transition écologique et sociale, a martelé le président écologiste. Un budget primitif 2022 qui prévoit 705 millions d'euros d'investissement. Une nouvelle aide de 10 millions en 2022 verra le jour pour les communes qui construisent des logements. Parmi les autres délibérations discutées en conseil de métropole cette semaine, le plan d'action vélo qui prévoit la multiplication par 3 des arceaux vélo, avec également la création de 15 000 places de stationnement sécurisées, également des aides à destination des professionnels dans le cadre de la zone à faible émission, et puis l'attribution de la dotation de fonctionnement au musée des Confluences. C'était il y a tout juste 30 ans, le crash du Mont-Saint-Odile. Les rescapés et les proches des victimes se sont retrouvés ce dimanche sur les hauteurs de la Blosse pour honorer la mémoire des disparus. Le 20 janvier 1992, un A320 d'Air Inter s'écrasait, entraînant la mort de 87 personnes sur la ligne Lyon-Strasbourg. L'appareil était parti un peu plus tôt de l'aéroport de Setelas. On dénombrera seulement 9 survivants. Une erreur de pilotage était à l'origine du drame, le brouillard empêchant toute visibilité. Depuis, les avions sont équipés de systèmes avertisseurs de proximité du sol. Air Inter, dont la responsabilité civile avait été reconnue en première instance, a finalement été blanchie en appel. L'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon vient de recevoir la réponse de la métropole. Ce sera oui pour son implantation place Carnot. Ce sera en lieu et place de la statue érigée à l'ouest de la place. Cette dernière devra donc être déplacée. Le futur mémorial doit permettre de préserver la mémoire des millions de juifs assassinés. L'association a confié à l'ancien bâtonnier Jean-Marie Chanon la rédaction d'un cahier des charges pour le concours. Plusieurs groupes d'architectes et d'artistes, dont un américain, auraient déjà manifesté leur intérêt. Après le lancement du concours, ils auront 6 mois pour envoyer leur esquisse. Seule contrainte, il doit s'agir d'une œuvre d'art significative, d'une parfaite lisibilité, propre à retenir l'œil et à interpeller, avec une seule inscription, en mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah, dont 1,5 million d'enfants. 6200 venaient de notre région. Le mémorial pourrait voir le jour dès 2023. Lyon demain, histoire lyonnaise. Son histoire a commencé en 1907 à l'initiative du musicien Georges Martin Witkowski. Ce dernier souhaitait à l'époque que soit réalisée une nouvelle salle de concert pour y accueillir la société musicale qui deviendra plus tard l'Orchestre national de Lyon. Au printemps 1907, Armand Fallières, le président de la République, et Georges Clemenceau, président du Conseil, allaient poser la première pierre de ce qui deviendra la salle Rameau. Une salle que tous les Lyonnais connaissent pour y avoir assisté à des concerts ou pour y avoir fumé le cigare dans la fameuse salle de billard, la plus grande de France, dit-on, ouverte dès 1911. Mais en 2017, tout s'arrête et la salle prend une allure de vaisseau fantôme, devenu trop vétuste pour poursuivre son exploitation. En 2019, la mairie, époque Gérard Collomb, confie la rénovation du lieu à la compagnie de Falsbourg, réputée pour de nombreuses autres opérations dans le secteur de la culture. Mais le Covid est passé par là, en 2020, et le projet prend du retard. Alors arrivés à la tête de la ville, les écologistes décident de réétudier le dossier. Objectif, le rendre moins commercial et plus ouvert sur le quartier de la Martinière. Grégory Doucet, le maire de Lyon. On souhaitait, nous, pouvoir laisser plus de place à l'intégration, je dirais, à l'écoute aussi de ce que les riverains, les habitants du premier arrondissement attendaient, faire en sorte que ce projet culturel, il s'inscrive dans un écosystème, dans une attente formulée souvent par les habitants, d'avoir un lieu de proximité aussi. C'est pour ça qu'on a insisté sur la dimension économie sociale et solidaire, sur le fait que ce soit plus un tiers-lieu qui soit offert qui soit proposé sur le rez-de-chaussée de ce bâtiment, plutôt qu'un local, plutôt qu'un commerce
commerce. Voilà. Un tiers-lieu, c'est un lieu où on mélange les activités. Donc, il y aura une petite activité de restauration aussi sur le rez-de-chaussée, mais avec une petite scène pour que des artistes puissent se produire, des groupes. On a dit ici que ce lieu allait être notamment dédié à la musique symphonique et au jazz, mais on veut aussi qu'il puisse laisser une part aux musiques actuelles. Donc, de jeunes groupes pourront venir se produire devant, on va dire, une jauge limitée, puisque ça sera une 50aine de personnes. Mais de cette façon, ce lieu s'ouvrira davantage sur le quartier. Un accord a été trouvé avec le futur opérateur. Exit le grand restaurant sous le dôme, les boutiques au rez-de-chaussée. Du coup, le budget de rénovation passe de 14 à 12 millions d'euros. Pour autant, il n'est pas question de transiger sur la qualité du projet. La compagnie de Phalsbourg a dû trouver des solutions pour un nouvel équilibre financier. Philippe Journeau, président du groupe. Dans le concours, vous allez extrêmement vite. Donc les architectes avaient dit il y a un problème d'acoustique, on va changer le sens de la salle, etc. etc. Et donc on cassait tout à l'intérieur. Aujourd'hui, on respecte beaucoup plus l'intérieur. On va garder le sens de la salle, ce qui nous permet de garder cette entrée majestueuse. Mais avant, en fait, on cassait énormément de choses. Aujourd'hui, on casse beaucoup moins. Et évidemment, on améliore l'acoustique avec les techniques contemporaines acoustiques qu'il n'y avait pas il y a 100 ans, tout simplement. Et le projet reste viable malgré tout ? Je l'ai dit, ça n'est pas un projet où nous allons gagner beaucoup d'argent, pas d'argent d'ailleurs. Ça n'est pas un projet de mécénat, parce qu'il y a un loyer en face, mais c'est un projet sur lequel on a ce que l'on appelle un payback à très long terme, à 18 ans. Donc, vous voyez, c'est pas glorieux d'un point de vue financier, mais je dirais que d'un point de vue citoyen, on est heureux de le faire. Et à la compagnie de Phalsbourg, il y a une dimension citoyenne qui est importante. Je disais tout à l'heure en présentant, nous avons aidé l'État à rénover les façades de l'école des Beaux-Arts à Paris. L'Opéra de Paris a rénové la ceinture de lumière. Donc nous faisons beaucoup de projets comme cela. Le Philanthrolab, c'est le premier lieu au monde dédié à l'essor de la philanthropie. Ça n'est pas un projet financier, mais c'est un projet citoyen qui est fort pour nous, et ça fait partie de notre ADN que de réinvestir, et j'utilise bien le terme de réinvestir, de l'argent, une partie de l'argent que nous gagnons dans nos activités commerciales en des projets qui soient plus ouverts vers le collectif et vers la citoyenneté. Le permis de construire est déjà signé. Les travaux de restructuration de la salle Rameau débuteront mi-2022 pour une livraison fin 2024. Mais alors, à quoi ressemblera la future salle Rameau ? Pour en savoir plus, nous avons rencontré Nicolas Froissart, l'un des dirigeants du groupe SOS, en charge de la programmation du lieu. Ce sera une salle de spectacle qui à la fois gardera les vestiges du passé, puisque c'est un bâtiment assez exceptionnel et qui a une vraie histoire, mais tourné vers la modernité avec une acoustique exemplaire, avec une programmation qui nous semble d'avenir, c'est-à-dire éclectique, avec à la fois du classique, du jazz, mais aussi de la chanson française, des musiques plus modernes, et voilà, et tout ça cohabitera très bien dans ce lieu. Alors si on veut détailler un petit peu, il y a trois zones, trois espaces. Exactement, il y a 3 zones. Une zone rez-de-chaussée qui sera vraiment le lieu de vie, avec le foyer, avec une scène tremplin aussi, parce qu'on a envie qu'en dehors de la grande salle, il y ait aussi une possibilité d'accueillir des artistes, des humoristes, des groupes, des jeunes groupes du territoire. Ça nous semble extrêmement important. Il y aura aussi un incubateur, parce qu'on a envie aussi que ce lieu accompagne des entrepreneurs dans le domaine culturel. Il y a beaucoup de choses à faire justement dans le domaine de la relance de la culture. Et donc si la salle Rameau peut aussi accompagner des jeunes entrepreneurs, c'est très bien. La grande salle, une jauge de 900 personnes avec la programmation que je vous décrivais à l'instant. Et puis à l'étage, au niveau des toits, un lieu de restauration où on peut boire un verre et déjeuner ou dîner. Joyau de l'art nouveau, la salle Rameau retrouvera aussi sa vocation à accueillir de la grande musique, mais aussi des œuvres plus contemporaines. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture. Le choix, c'est d'affirmer la vocation musicale de cette salle, puisque c'est quand même une des premières salles françaises créées pour la musique symphonique au 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e. Donc, respecter la vocation musicale du lieu, mais bien sûr, une musique plus contemporaine. Donc, nous aurons à la fois la présence en résidence et en diffusion
de l'orchestre de chambre de Lyon. Une forte dominante jazz également, parce que je souhaite vraiment que le jazz à Lyon puisse se développer. Nous avons une histoire avec le jazz, nous avons des lieux qui sont aussi mythiques, je le disais, la Clé de voûte, le Hot Club, et nous avons besoin, je crois, d'un équipement qui permette à cette esthétique de se développer. Et puis également un lien avec les musiques actuelles, les scènes découvertes que nous pouvons avoir d'ailleurs sur le premier arrondissement. Je pense par exemple à Tout bout de champ autour de la chanson française. Voilà, donc c'est musique, orchestre de chambre, jazz, chanson française. Et l'idée est de venir compléter et soutenir l'écosystème culturel lyonnais. Voilà. Et à des tarifs qui sont abordables, c'est ça, c'est pas une salle élitiste. Alors c'est l'engagement qui a été pris en effet par le futur gestionnaire du lieu, c'est d'avoir en effet des tarifs abordables et de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la programmation. Cette salle, elle s'inscrit un petit peu dans un univers un peu plus large autour de la Martinière, de rénovation de ce quartier. Tout à fait, et c'est un travail qui est mené par l'actuel maire du premier arrondissement, en lien avec la ville, en lien avec la métropole. Et c'est vrai que ce soit la rue de la Martinière, la place Satonnet, il y a une réflexion sur ce secteur. Et bien sûr, la salle Rameau s'inscrit dans cette dynamique-là et dans cette réflexion sur le secteur, à la fois en conserver le caractère dynamique, vivant, artistique, culturel, gastronomique également, et en même temps voir que c'est un lieu bien sûr habité. Il faut tenir compte aussi de la présence des habitants et tenir cet équilibre entre vie diurne, vie nocturne, vie des habitants, vie des visiteurs. Mais ça, c'est l'ADN du premier arrondissement. Ça a toujours été la question pour le premier arrondissement, qui est à la fois un quartier et en même temps un centre-ville. Et donc, comment on concilie ces deux fonctions de quartier résidentiel et puis de centre-ville qui se doit vivant dans une ville comme Lyon. En 2024, lorsqu'elle sera ouverte au public, la salle Rameau comptera 900 places debout et 450 places assises. Pour la première fois, la salle sera achevée et surmontée d'une terrasse depuis laquelle les Lyonnaises et les Lyonnais pourront, paraît-il, admirer leur ville. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La violence ne touche plus seulement les grands clubs de foot. De graves incidents ont émaillé la rencontre de Coupe du Rhône entre Vaux-en-Velin et Craponne en U17 samedi. Un dirigeant craponnois affirme être tombé dans un véritable guet-apens, des coups, des jets de pierre, le tout en présence d'un enfant. Un grand nombre de blessés s'est retrouvé à l'hôpital. Une cellule psychologique a même été mise en place. L'exclusion du gardien de but local et un pénalty sera à l'origine de ces heurts. Les torts semblent partagés, mais l'enquête ouverte devrait permettre de faire toute la lumière sur ces incidents. Un bureau extraordinaire se réunira ce lundi à l'US Vaux-en-Velin. Le club vaudais promet des sanctions exemplaires. Le 124e derby entre Lyon et Saint-Etienne ne restera pas dans les annales. Les Lyonnais n'ont pas affiché un grand niveau de jeu vendredi soir au Groupama Stadium. Ils l'ont malgré tout emporté 1-0 grâce à un pénalty de Moussa Dembélé. La Saint-Etienne reste lanterne rouge. L'Olympique lyonnais peut désormais afficher 2 matchs gagnés d'affilée. Football toujours, mais pour l'OL féminin, diminué par de nombreuses absences, les Lyonnaises ont été accrochées par les Montpelliéraines samedi dans l'Hérault. 2 buts encaissés, une première depuis le début de cette saison. Les joueuses de Sonia Bonpasteur ont eu du mal à concrétiser leur 12e victoire en 12 matchs de championnat. Elles s'imposent malgré tout 3-2. En basket, l'Asvel domine Roanne dans le derby, 93-83. 2 jours après avoir arraché une précieuse victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade. En basket toujours, mais en Coupe de France féminine, l'Asvel éliminé à Basketland, 72-60. Comme la saison dernière à Bourges, l'aventure des Lyonnaises se termine en quart de finale. En rugby, le Loup a remporté sa 4e victoire d'affilée en Challenge Cup, ce qui lui assure la première place de la poule. Victoire vendredi soir face à Trévise, 25-10. Et puis Jérôme Ray, le pilier gauche du Loup, arrivé de Grenoble l'été dernier, rejoint le groupe France pour le stage des Bleus à Aubagne afin de préparer le tournoi des 6 nations. Il remplace un joueur forfait pour le début du rassemblement. C'est le 6e joueur du Loup appelé en équipe de France. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.